Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, vous qui aimez l'histoire et qui aimez particulièrement l'histoire africaine, quel que soit le pays d'où vous êtes, je vous salue. Alors, vous avez remarqué qu'avec la crise en Ukraine, maintenant nous sommes habitués à la géopolitique, à la géostratégie. On parle même de guerre médiatique, guerre d'information, où dans laquelle on fait usage beaucoup de mensonges. Hein? C'est cela. Et même on va jusqu'au ridicule. Parce que apparemment le ridicule ne tue plus. On nous fait croire que ce sont les Russes eux-mêmes qui bombardent la centrale des Zaporijjia où ils sont installés avec près de 500 soldats. Eux-mêmes ils se bombardent. Voilà. Les gazoducs, les oléoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 que les Russes ont financé de concert avec l'Union européenne pour fournir du gaz à l'Union européenne. Curieusement, on veut nous faire comprendre que ce sont les Russes eux-mêmes qui sont allés détruire, endommager ces gazoducs-là. Comme si eux-mêmes ils sont suicidaires. Ils se suicident de leurs propres intérêts. Voilà, c'est l'expression qu'ils cherchaient. Les Russes se suicident de leurs propres intérêts. Ça, c'est quand même curieux. Voilà. Mais, je dis tout cela par rapport à la poursuite de la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier. Alors, il écrit: cette considération qui a rendu les questions de pipeline si cruciales pour l'avenir du bassin de la mer Caspienne et de l'Asie centrale. Vous voyez, on parle maintenant aussi là des questions de pipeline. Or, on le sait, le président Joe Biden a déclaré que si la Russie s'attaque à l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 1, il n'y aura plus de Nord Stream 2, c'est-à-dire que les gazoducs n'existeront plus. Lui-même, il a déclaré de sa bouche. Mais les gens n'osent pas dire que probablement, ce sont les services secrets américains qui ont fait cela, puisque le président Joe Biden même l'avait dit, que si l'Ukraine est attaquée par la Russie, il n'y aura plus de Nord Stream 1, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Ah, la vérité. La vérité est confinée. Terriblement confinée. Comme le Covid a confiné les gens, avec la volonté de certains hommes politiques. Si les principaux pipelines qui débouchent dans la région continuent à traverser le territoire russe pour rejoindre Novorossiysk, le port d'embarquement russe de la mer Noire, les conséquences politiques de cette situation seront importantes. Même si le pouvoir russe n'entreprend aucune action ouverte. Ah oui, mais ces questions de pipeline, c'est vital. L'Union européenne importait son gaz et son pétrole à près de, dit-on, 40% de la Russie. Voilà. En tout cas, c'est ça. Ça crée des situations difficiles. La région, mais là on l'a vu, maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que la Russie a fait? Elle demande que le Conseil de sécurité permette qu'une enquête internationale soit ouverte pour voir qui a détruit ces deux gazoducs-là. Nord Stream 1 et Nord Stream 2, parce que ce n'est pas n'importe quel individu qui peut le faire, c'est au fond de la mer. Et il faut beaucoup d'explosifs pour faire éclater ces pipelines-là. Ce n'est qu'un État qui peut faire cela. Pour le service secret d'un État. C'est cela. C'est cela. La région conservera un statut de vassal de Moscou, se trouvera dans une position avantageuse, lui permettant de décider de la partition des nouvelles richesses de la région. Bon. En revanche, si un pipeline traversait la mer Caspienne pour atteindre l'Azerbaïdjan et de là rejoignait la Méditerranée en passant par la Turquie, tandis qu'un autre débouchait sur la mer d'Oman en passant par l'Iran, aucune puissance unique ne détiendrait alors le monopole de l'accès à la région. Mais en fait, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ça va du côté de la Suède. Du côté de la Suède. C'est cela. Ça va du côté de la Suède, du côté de la Finlande. Voilà. Et c'était sous la surveillance de l'Allemagne. Mais on a vu une déclaration de la Suède comme quoi, bon,
Ils disent que c'est un sabotage. Mais est-ce que eux, ils ne surveillent pas suffisamment leur territoire marin pour savoir ce qui se passe? C'est ça le problème. Ils font comme s'ils sont ignorants. Mais parce qu'ils n'osent pas accuser. Celui qui risque d'accuser est trop puissant pour eux. Voilà le problème. Alors que eux-mêmes, la Suède, justement, demande à entrer dans l'OTAN. Voilà. Quelquefois, on devient muet parce qu'on a un intérêt. C'est cela. Il est troublant de constater que certains membres de l'élite politique russe semblent préférer qu'on ne développe pas les ressources de la région si la Russie ne peut en contrôler l'accès. Donc ça, c'est évident, si tu n'as pas accès, tu ne contrôles pas l'accès à tes ressources. Mais c'est ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest ici. Hein? Il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui ont du pétrole offshore. Mais ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas quelles sont les quantités qui sont produites. Ils ne peuvent même pas savoir. Et quelquefois, c'est dangereux pour le régime en place de vouloir vérifier tout cela. Voilà le problème. Parce que les quantités déclarées sont toujours en dessous des quantités pompées. Voilà le problème. C'est ça. Il préfère laisser ses richesses inexploitées plutôt que d'envisager une solution qui supposerait des investissements étrangers, lesquels impliqueraient à leur tour une présence plus directe d'intérêts économiques et donc politiques étrangers. Mais depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, ce n'est plus le cas. La Russie même prend une part importante au financement de l'exploitation de ses ressources. Voilà, c'est ça les faits. Cette attitude possessive trouve son origine dans l'histoire et ce n'est qu'avec le temps et à force de pression extérieure qu'elle changera. Quelle pression extérieure contre la Russie? Pression extérieure contre les pays de franc CFA, oui, mais pas contre la Russie. L'expansion tsariste dans le Caucase et en Asie centrale a duré environ 3 siècles, mais sa fin récente aura été d'une brutalité surprenante. Tandis que l'Empire ottoman déclinait, l'Empire russe s'est étendu vers le sud, le long des côtes de la mer Caspienne, en direction de la Perse. Il a soumis le Khanat d'Astrakhan en 1556 et atteint la Perse dès 1607. Il a procédé à la conquête de la Crimée entre 1774 et 1784. S'est emparé du royaume de Géorgie en 1801, a écrasé les tribus qui vivaient dans les montagnes du Caucase au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Notons au passage que les Tchétchènes résistaient avec une ténacité exceptionnelle et a achevé d'assujettir l'Arménie dès 1878. Bon, ça, ce sont les expansions, c'est l'expansion de l'Empire des Tsars. Bon, ça, c'est du passé, ça. Bien que ça peut avoir des conséquences sur la situation actuelle de la région, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, on voit les Tchétchènes se battent vaillamment aux côtés des Russes dans l'opération spéciale que Vladimir Poutine a lancée contre l'Ukraine. La conquête de l'Asie centrale avait moins pour but de vaincre un empire rival que d'assujettir des khanates et des émirats féodaux plutôt reculés et tribaux, ne pouvant opposer qu'une résistance sporadique et isolée. L'Ouzbékistan et le Kazakhstan furent conquis suite à une série d'expéditions militaires qui se déroulaient entre 1801 et 1881 et le Turkménistan fut écrasé et intégré à l'Empire par des campagnes qui durèrent de 1873 à 1886. Quoi qu'il en soit, la conquête de la majeure partie de l'Asie centrale fut achevée pour l'essentiel dès 1850, même si l'on a pu observer, y compris à l'époque soviétique, quelques mouvements de résistance locale. Bon, ça c'était les conquêtes du Tsar, mais les choses, c'était l'empire des Tsars, c'est ça. C'est pour ça que le titre du Tsar c'était le Tsar de toutes les Russies. Le Tsar de toutes les Russies, c'est-à-dire de tous les pays conquis par cette famille-là, cette famille impériale dont le nom est la famille Romanov. La famille Romanov. L'effondrement de l'Union soviétique a provoqué un extraordinaire revirement historique. Je ne sais pas pourquoi chaque fois il revient sur la chute de l'Union soviétique. Bon, je ne sais pas. Parce que les Américains et les États-Unis ont considéré que
dans la course à l'armement, dans la guerre froide, ils ont vaincu l'Union soviétique. Or non, l'Union soviétique même s'est écroulée du fait de ses propres contradictions. Et souvent, quand un empire va s'écrouler, ça commence d'abord par des contradictions internes. C'est comme ça. Et aucun empire n'échappe à un écroulement. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Ceux qui ont un empire ne comprennent pas que forcément, un jour, leur empire va s'écrouler. Moi, par exemple, je m'interroge entre cette guerre qui n'est plus larvée, entre Joe Biden, le parti démocrate, et contre Trump, et ceux qui le soutiennent. Et ceux qui le soutiennent. C'est ça. C'est ça. Il a suffi de quelques semaines pour voir en décembre 1991 l'ancien espace asiatique de la Russie rétrécir soudainement de près de 20% et pour que la population vivant en Asie, sur laquelle Moscou exerçait un contrôle, passe de 75 millions à une trentaine de millions. Par ailleurs, 18 autres millions de personnes vivant dans le Caucase ont également été détachées de la Russie. Le fait de découvrir que le potentiel économique de ces régions serait désormais la proie d'intérêts étrangers disposant de moyens financiers permettant de développer et d'exploiter ces ressources qui encore récemment n'étaient accessibles qu'à la seule Russie, a rendu ce revirement encore plus douloureux pour l'élite politique russe. Pourquoi? La Russie même a tellement de ressources naturelles. Bon, évidemment, il y a le centre Baïkonour pour les satellites. Mais la Russie a négocié avec le Kazakhstan pour continuer à utiliser le centre Baïkonour. Même la Russie avait négocié avec l'Ukraine concernant sa base maritime en mer du Nord. Bon, aujourd'hui, ils ont récupéré cette zone-là avec la guerre de l'Ukraine. Voilà. Eux-mêmes, ils ont récupéré cette zone. Voilà. Sa base maritime là maintenant est contrôlée directement par la Russie et la Russie ne paye plus rien à l'Ukraine. Voilà. Quand on fait de la russophobie, voilà ce qui arrive. La Russie se trouve toutefois confrontée à un dilemme. Elle est politiquement trop faible pour isoler totalement la région de l'extérieur et financièrement trop pauvre pour en entreprendre seul le développement. Bon. Ça, c'est ce que Brzezinski pensait. Mais personnellement, je ne partage pas son idée. Alors, c'est vrai, la Russie faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Voilà. Mais c'est parce que quand cette entité politique s'est écroulée, les premiers qui ont dirigé, le premier qui a dirigé, je dirais, la Russie, n'était pas un homme politique à la hauteur. Notamment Boris Yeltsin n'était pas un homme politique à la hauteur. C'est tout. Voilà. Donc, quelquefois, les situations sont mauvaises à cause de la gestion d'un homme politique et de son régime. Donc, quand Poutine est venu au pouvoir, ben, les données ont changé. Les données ont changé. Par ailleurs, face à l'explosion démographique que connaissent plutôt actuellement les nouveaux États, les dirigeants russes ont pris conscience que s'ils ne parvenaient pas à maintenir une croissance économique soutenue, la situation pourrait devenir explosive dans toute la région longeant la frontière méridionale de la Russie. L'expérience que cette dernière a connue en Afghanistan et en Tchétchénie pourra alors se répéter tout le long de la frontière qui s'étend de la mer Noire à la Mongolie. Surtout si l'on tient compte du renouveau des courants nationalistes et islamiques qui gagnent aujourd'hui des peuples autrefois assujettis. Mais au contraire, on a vu cet islamisme en Tchétchénie, c'était financé par la CIA. C'était financé par la CIA. Voilà. Il a suffi que le gouvernement russe s'entende avec la famille Kadyrov pour que les choses changent. Aujourd'hui, les Tchétchènes sont impliqués dans les combats aux côtés des Russes en Ukraine. Voilà les faits. D'une manière ou d'une autre, la Russie doit donc trouver un moyen de s'adapter à la nouvelle réalité post-impériale, tout en contenant la présence turque et iranienne afin d'empêcher les nouveaux états de gravité autour de ces deux principaux rivaux, de décourager la mise en œuvre d'une coopération régionale véritablement indépendante au sein de l'Asie centrale. Mais au contraire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate?
La Russie s'entend très bien avec la Turquie, bien que la Turquie soit membre de l'OTAN. Et la Russie s'entend très bien aussi avec l'Iran. Dernièrement, même, il a dit que l'Iran a fabriqué des drones et qu'ils en vendent à la Russie. Donc voilà le problème. Parce que l'Iran sait que face aux États-Unis, qui sont très hostiles à sa politique, mais elle a besoin d'un allié. Voilà, donc c'est cela. D'un allié puissant. Et elle trouve cet allié-là en la Russie. C'est cela. Voilà. L'objectif n'est donc pas de rétablir l'Empire. Ce serait trop coûteux et cela susciterait une violente résistance. Mais de créer un nouveau réseau de relations qui constituerait un cadre contraignant pour les nouveaux États et préserverait la domination géopolitique et économique de la Russie. Oui, mais la Russie s'entend avec ces pays-là qui ont quitté, qui ne font plus partie de l'Union des républiques socialistes, puisque tous ces pays sont devenus indépendants. Le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, c'est là. Tous ces pays sont, la Tchétchénie, etc., sont devenus des pays indépendants. Et la Russie les respecte. Parce que souvent, il y a des minorités russes dans ces pays-là. C'est ça les faits. Il y a des minorités russes dans ces pays. Parce que quand l'Union soviétique a éclaté, près de 25 millions de Russes se sont retrouvés minoritaires dans ces pays-là. Voilà. Donc, quelquefois, il y a certains qui retournent carrément en Russie. Voilà. À l'origine, l'instrument choisi pour atteindre cet objectif était la communauté des États indépendants. Bien que dans certains cas, le recours à l'armée et l'emploi habile de la démocratie russe dans le but de diviser pour régner ait tout aussi bien servi les intérêts du Kremlin. Je ne suis pas d'accord. La Russie n'a pas utilisé de division pour régner. La preuve, le conflit entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Est-ce que c'est quoi le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, je crois. Non, et le Kyrgyzstan, voilà. Hein, le conflit entre le Kyrgyzstan et... je viens d'oublier le nom de ce pays-là. Je viens de le dire tout à l'heure. Mais ce sont les Russes qui servent d'intermédiaire pour que la question se règle de façon négociée. C'est la même chose aussi entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. D'ailleurs, ce sont des troupes russes qui ont servi d'interposition pour calmer les combats. Et c'est les Russes qui essaient de trouver une solution négociée. Vous voyez, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, donc c'est un peu ça. À propos justement du conflit qui concerne le Nagorno-Karabakh. Voilà, c'est le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Ce sont ces deux pays-là qui sont présentement en guerre. Le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. C'est ça. Et les Russes font tout pour que le problème se règle de façon négociée. Voilà. Parce que la Russie n'a pas intérêt que cela dégénère. Là, ça aussi, c'est important. Bon, je reprends la lecture où il avait dit ce qu'il avait dit. Les Russes ont joué de leur avantage stratégique pour obtenir de nouveaux États qu'ils se soumettent autant que possible à leur volonté de créer un Commonwealth intégré. Ils ont fait pression en faveur d'un système de contrôle exercé par le centre sur les frontières extérieures de la communauté des États indépendants en faveur d'une coopération militaire plus étroite, d'une politique étrangère commune et d'une expansion croissante du réseau idéologique existant soviétique à l'origine qui exclurait tout papillon contournant la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe? Même ces États-là, qui sont peuplés de populations à majorité musulmane, n'ont pas intérêt que les islamistes attaquent ces régions. Parce que ces islamistes-là, ils attaquent même des pays habités à majorité par des musulmans. Hein? C'est ça le problème. Donc quand ces pays, même ces États-là, sont attaqués par des groupes comme les gens de l'État islamique, qui veulent instaurer un islam selon leur paradigme et leur vision, ces États-là aussi sont menacés, même s'ils sont musulmans. C'est quand les gens de l'État islamique ils agissent dans le Sahel, ils ne tuent pas des musulmans. Ce sont des musulmans qui tuent pour la plupart, puisque le Sahel est peuplé à majorité de musulmans. Des gens qui se disent musulmans qui viennent tuer d'autres musulmans. Voilà le problème. Donc, concernant le Caucase, ces pays musulmans sont menacés même par les gens de l'État islamique, par les gens du système du wahhabisme.
derrière lequel se trouve l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est ça les faits. La menace contre eux, ce n'est même pas la Russie, non. C'est l'islamisme des Wahhabiyas, les gens de l'Arabie Saoudite, qui se disent gardiens des lieux saints. Alors qu'ils ne sont même pas de la famille du prophète. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont pas, les Saouds ne sont pas de la famille du prophète. Voilà. Ils ne sont pas de la famille du prophète Muhammad. C'est ça les faits. Je trouve que les pays du Sahel ne sont pas courageux. Vous savez très bien que c'est l'Arabie Saoudite qui finance l'État islamique. Et si moi je le dis, je ne suis pas le premier à le dire. Il y a un ministre anglais qu'on appelle Robin Cook. Robin Cook l'a dit. Il a dit que c'est l'Arabie Saoudite qui finance l'État islamique. Et il a dit que c'est le Qatar qui finance Al-Qaïda. Un ministre anglais, Robin Cook, c'est lui qui a dit ça. Donc les gens savent. Mais ils n'osent pas accuser l'Arabie Saoudite. Ils n'osent pas accuser le Qatar. Bon, les pays occidentaux, ils se servent de ces gens-là, qui répondent justement de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Mais vous, les pays africains, là, qui êtes attaqués, là, pourquoi est-ce que vous n'accusez pas directement l'Arabie Saoudite et le Qatar? Surtout que le Sahel, la population est en majorité musulmane. Voilà le problème. L'hypocrisie, la peur. Bon. Les analyses stratégiques de la Russie ont explicitement établi que Moscou considérait la région comme un espace géopolitique lui étant réservé, même si elle ne fait désormais plus partie intégrante de son empire. Bon, pourquoi ils disent que cela leur est réservé? Ils ont accepté tranquillement l'indépendance de ces territoires-là, sans problème. L'insistance avec laquelle le Kremlin a cherché à préserver la présence militaire russe sur le territoire des nouveaux États est révélatrice des intentions géopolitiques de la Russie. Justement, parce que la Russie ne veut pas que une autre puissance comme les États-Unis ou l'Union européenne se serve de l'indépendance de ces États-là pour pouvoir s'appuyer sur eux et puis attaquer la Russie. La preuve, quand les islamistes ont attaqué la Tchétchénie, la CIA était derrière. La preuve aussi, en Ukraine, la révolution Maïdan, qui était derrière? C'était la CIA. C'était la CIA et la NSA. C'était ça. On a vu même une parlementaire américaine venir distribuer du petit pain aux gens qui manifestaient dans ce qu'on a appelé la révolution Maïdan. Alors que ce qu'ils ont fait, c'était un coup d'État contre le président Yanukovych qui avait été élu correctement. Voilà, c'est cela. C'est eux qui savent parler de régime illégitime et non démocratique. Alors qu'eux-mêmes, là, ils favorisent des coups d'État. Pourquoi est-ce que, curieusement, actuellement au Burkina, le coup d'État de Damiba a été accepté? Pourquoi? Mais quand eux, ils acceptent un coup d'État, là, on ne va pas t'appeler Pouchis, on va t'appeler président, etc. Voilà. Donc, pour eux, il y a des bons coups d'État et puis il y a des mauvais coups d'État. Quand c'est un coup d'État dans leurs intérêts, eux, les Occidentaux, bon, c'est bon. C'est un bon coup d'État. L'insistance avec laquelle le Kremlin a cherché à préserver la présence militaire russe, voilà, sur le territoire de nouveaux États est révélatrice des intentions géopolitiques de la Russie. Mais bien sûr, parce qu'elle ne veut pas que ces frontières soient menacées. Profitant du mouvement de sécession abkhaze, Moscou a obtenu le droit d'établir des bases en Géorgie, bien sûr. Parce que l'Abkhazie fait partie d'une région de la Géorgie, mais dont les populations sont proches de la Russie. Et ils ont été attaqués violemment par Saakashvili, un homme qui était aux Amériques et qui est venu être président en Géorgie, on ne sait par quel couloir et par quel moyen. Et il allait attaquer l'Abkhazie. C'est pour ça que les Russes ont réagi. Et puis aussi, c'est en Ossétie du Sud. Je crois c'est en Ossétie du Sud, oui. Je ne sais plus si c'est en Ossétie du Nord ou bien en Ossétie du Sud, mais je crois que ça doit être en Ossétie du Sud. Voilà. La Russie a légitimé sa présence sur le territoire arménien en se réclamant du besoin de soutien qu'éprouvait l'Arménie dans la guerre menée contre l'Azerbaïdjan. Mais ils n'ont pas pris position. C'est vrai, les Arméniens sont des chrétiens orthodoxes, comme les Russes sont des chrétiens orthodoxes, mais ils n'ont pas pris position contre l'Azerbaïdjan. Ils ont essayé de régler ça, d'ailleurs sous l'égide de l'ONU. Voilà, sous l'égide de l'ONU.
Moscou a également exercé des pressions politiques et financières pour obtenir l'accord du Kazakhstan pour l'établissement des bases russes sur son territoire. Non, ces bases y étaient déjà. À l'époque de l'Union soviétique, ces bases y étaient. Notamment la base de Baïkonour où on lançait les satellites, d'où on lance les satellites. Voilà. Et ils payent une redevance au Kazakhstan pour ça. C'est clair. Quant à la guerre civile du Tadjikistan, elle a permis le maintien sur son sol de l'ancienne armée soviétique. Comment ça peut être l'ancienne armée soviétique? Puisque l'armée soviétique, l'Union soviétique s'est écroulée. Donc ce n'est pas une ancienne armée soviétique, peut-être que c'est des troupes russes. Ou alors, c'est des troupes qui viennent de différents pays de l'ancienne Russie, en fait de l'ancienne Union soviétique qui sont là. C'est tout. Et malheureusement, le Tadjikistan est en guerre contre le Kyrgyzstan. Et le Tadjikistan, là, sa population en majorité parle une langue perse. Donc ils sont plus proches de, je dirais, de l'Iran. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que là, j'en suis à 26 minutes. 26 minutes. Alors donc, vous voyez la complexité de la géopolitique et de la géostratégie. Donc, je commande chaque fois ce que dit Brzezinski. Évidemment, tout ce qu'il dit, c'est pour montrer les aspects négatifs de la Russie et puis voir les perspectives bonnes de l'intrusion américaine. Mais il n'ose pas dire que ce que les Américains cherchent à faire dans la région, c'est aussi de l'impérialisme. C'est ça le problème. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Donc, j'ai présenté un pan de l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Je vous souhaite une très bonne journée.